Limiter les effets de la circulation automobile et renforcer le lien social, c'est ce que propose le covoiturage. Après le Voironnais et le Grésivaudan, c'est sur un autre trajet entre le plateau du Vercors et la capitale des Alpes qu'a été lancée en début d'année une nouvelle ligne de covoiturage. On croise plus souvent les dessins de Michel Cambon dans les pages des journaux, mais ils sont aussi sur les murs de la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Grenoble. Une exposition sur le rôle de l'image et de l'humour dans la presse qui regroupe une sélection de 150 pièces du dessinateur grenoblois. Et puis ils ont tutoyé les sommets de leur discipline cet hiver. De passage à Grenoble avec l'armée des champions, Lou Jean Monod et Cyprien Sarrazin, respectivement 2e de la Coupe du Monde de biathlon et 2e de la Coupe du Monde de descente, sont les invités de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 11 avril 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Fais-moi une place pour limiter son impact environnemental et les embouteillages. L'une des solutions, c'est le covoiturage. Le SMAG, la communauté de communes du massif du Vercors et Écove ont lancé en janvier dernier une nouvelle ligne de covoiturage entre Lens-en-Vercors et Grenoble. Voyez le reportage de Jérémy Pinard. Des bus, des trams, des vélos, mais aussi du covoiturage. Le SMAG, syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, propose son service M-Covoit Ligne Plus. À la manière d'un réseau de bus, 15 lignes sont implantées sur l'agglomération grenobloise, offrant la possibilité d'accéder à son lieu de travail, mais aussi d'en rentrer le soir. L'objectif, il est très simple, c'est d'offrir une réponse adaptée à des usagers qui ne sont pas en capacité aujourd'hui d'avoir d'autres solutions que de prendre la voiture. Et au lieu qu'ils soient seuls dans la voiture, c'est-à-dire qu'ils perdent du temps dans des congestions, qu'ils aggravent la pollution et qu'ils aient des coûts importants à supporter sur le plan financier, eh bien, en regroupant, en mutualisant les trajets, évidemment, tout le monde est gagnant. Nous avons moins de véhicules sur les routes, donc moins d'embouteillages, plus de temps de gagner, moins de pollution, c'est bon pour l'environnement et c'est aussi moins cher à la fois pour le passager comme pour le conducteur. Avec 21 000 trajets effectués en 2023, le réseau M-Covoit Ligne Plus continue de convaincre de plus en plus d'utilisateurs. Depuis janvier 2024, un nouvel axe M-Covoit Ligne Plus est installé, reliant le Vercors à la métropole de Grenoble. Un chiffre qui est très parlant, c'est le plateau du Vercors et l'agglo, c'est 10 000 véhicules jour. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que la très très grande majorité de véhicules, il n'y a que le conducteur dedans. Donc c'est des véhicules qui sont vides avec une capacité énorme d'emporter des passagers. D'autres nouvelles lignes se préparent à ouvrir, dont notamment une reliant Visil à Hébin en direction d'Innovalet. Des nouvelles lignes relativement simples à implanter sur le territoire. Et ça demande peu d'aménagement, effectivement, en matière d'infrastructure. C'est souvent un panneau sur un bord de route ou une place de stationnement à ajouter. Donc c'est très léger, ça ne coûte pas cher et c'est surtout très rapide à faire comparé à des infrastructures de transport plus classiques qui demandent du temps et des moyens financiers beaucoup plus importants. Le réseau M-Covoit Ligne Plus s'inscrit dans une politique de covoiturage plus large du SMAG, avec notamment les réseaux M-Covoit Pouce ou encore M-Covoit Rendez-vous. Deux autres façons de profiter du service de covoiturage sur l'aire grenobloise. Et au total, pour l'instant, 2000 personnes profitent du service régulièrement. Une fontaine vandalisée dans le parc Paul Mistral de Grenoble, à première vue pour récupérer le cuivre de la tuyauterie et le revendre. Un acte ignoble selon la mairie qui a porté plainte puisque cette fontaine constituait un monument en hommage aux enfants du Drac. 6 élèves d'une classe de CE1 de l'Externat Notre-Dame décédés lors d'une sortie scolaire emportée par un lâcher d'eau EDF en aval du barrage de Saint-Georges-de-Comiers en décembre 1995. 16 autres enfants et l'institutrice avaient pu s'en sortir vivants. On passe au sport. La saison 2023-2024 s'est terminée pour les brûleurs de loups avec une légère amertume. Les Grenoblois ne passant pas le cap des demi-finales de Ligue Magnus battus par Bordeaux. On n'oubliera pas quand même la victoire en Coupe de France. Mais au moment de faire les comptes, le club vient d'annoncer une vague de départ après celle de Martin Latal. 3 joueurs pour être précis qui ne feront pas partie des effectifs la saison prochaine. 2 Canadiens et un Finlandais. L'attaquant Alexandre Lavoie et les défenseurs Maxime Lamarche et Jere Rouainainen. Pourtant meilleur scoreur de la saison de Ligue Magnus. Dans un communiqué, le club explique qu'il souhaite opérer une stratégie de restructuration. D'autres mouvements pourraient donc intervenir.
Le PVBC Petit Croire, battu à l'aller samedi, les basketteuses voironnaises ont remporté leur deuxième match de quart de finale contre Montbrison mercredi soir au gymnase Chotard, 72-64, ce qui leur permet de jouer la belle samedi dans la Loire. En revanche, les autres iséroises de Ligue 2, le BCTM, est éliminé après s'être de nouveau incliné face à Chartres, 53-51. L'espoir aussi pour le FCG qui vise encore les phases finales du championnat de Pro D2. Grenoble est pour l'instant à 4 points de la 4e place et surtout reste sur 4 victoires en 4 matchs. Un capital confiance gonflé à bloc donc avant de recevoir vendredi soir au Stade des Alpes Aurillac qui de son côté vient d'enchaîner 3 défaites. De quoi peut-être aussi faire oublier le match aller où le FCG s'était incliné. Coup d'envoi de la rencontre à 19h. Et il va encore être question de sport puisque m'ont rejoint sur ce plateau 2 grands sportifs, les révélations de la saison d'hiver. La biathlète Lou Jamonneau, vainqueur du Petit Globe de Cristal, et Cyprien Sarrazin, 2e de la Coupe du Monde de descente. Vous êtes à Grenoble aujourd'hui aux côtés d'autres membres de l'Armée des Champions. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir pris un peu de temps pour venir nous voir dans votre emploi du temps très très chargé. Alors avant de revenir sur votre formidable saison, on va expliquer pourquoi vous portez cette tenue. Vous êtes donc sous contrat avec le ministère des Armées. Vous faites partie de l'armée, l'équipe des champions. Quels sont vos grades, Lou ? Sergent. Moi aussi, c'est rien. Bravo, félicitations, sergent. Aujourd'hui, vous étiez à la Bastille pour assister à une cérémonie au Mont-Jalal. Vous avez également fait une visite du musée des troupes de montagne. Évidemment, vous n'êtes pas appelé à vous battre. Votre terrain, c'est les terrains de sport. Vous devez donner 25 jours par an à l'État, je crois. Ça fait partie notamment ces journées-là, ces journées de communication comme celle-ci. Et vous touchez un salaire. Mais évidemment, au-delà de ça, qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de l'armée des champions ? C'est faire partie déjà d'une belle équipe, de côtoyer d'autres athlètes qui sont extrêmement bons dans leur discipline. Donc c'est un plaisir de pouvoir partager ça en fin de saison chaque année. Et puis c'est surtout le soutien de savoir qu'on est, enfin en tout cas pour ma part, c'était officiellement être athlète de haut niveau, d'être, oui c'est mon taf et c'est un plaisir de pouvoir dire ça. Cyprien ? Ouais, exactement, pouvoir partager ces moments parce qu'on n'a pas beaucoup dans nos disciplines, le moment où on peut rencontrer d'autres disciplines aussi. Et on crée des liens, c'est vraiment une famille et on partage les mêmes valeurs, les mêmes envies de performer, de se dépasser. Et en plus de ça, on a la chance des fois de rencontrer des militaires et de faire des stages commando avec eux. Et au final, on se rend compte qu'on a plus de choses en commun que ce qu'on pensait. Alors, vous avez aussi défilé le 14 juillet dernier sur les Champs-Élysées. Ça doit être aussi un souvenir marquant. C'est une autre émotion encore que celle de la victoire. Oui, on a de la chance de pouvoir vivre plein de choses, plein d'expériences. Et c'est vrai que le 14 juillet en était une belle. Traverser les Champs-Élysées avec la patrouille de France au-dessus de nos têtes, c'était chouette. Vous aussi, Cyprien, ça restera gravé. Oui, bien sûr, c'est une fierté. Je faisais partie de la première ligne et il ne fallait pas que je me trompe sur le pas. Non, c'était vraiment incroyable. C'est pour ça aussi que vous avez eu ce stage juste avant, un petit stage en condition pour apprendre notamment à marcher, mais pas que. C'était peut-être ça qui était peut-être le plus chiant dans l'histoire, on va pas se mentir. Toute la partie préparation était un petit peu redondante, mais par contre le jour J, c'était vraiment cool. Vous aussi, vous avez participé à cet événement ? Ouais, on avait fait le stage d'entraînement avant. On a passé une semaine là-bas à répéter tous les jours, toute la journée, très tôt. C'était éprouvant, mais avec une belle récompense à la fin. Alors, on va revenir sur votre saison. Lou, vous avez 25 ans, vous êtes originaire du Doubs. C'est seulement votre 3e saison, je crois, au plus haut niveau. Deuxième saison. Voilà, ça va tellement vite. Et 2e saison, vous faites déjà des étincelles, plusieurs victoires en Coupe du Monde et en championnat aussi. Est-ce que la première, vous vous en souvenez ? Oui, bien sûr. Je pense que ce sera à vie. Comment ça s'est passé ? C'était où ? C'était à Östersund, en Suède. C'était la 2e course de la saison et c'était un format sprint. Et alors, votre point fort, on dit que c'est le tir, parce que vous en ratez rarement. C'est un point sur lequel je m'appuie beaucoup et j'ai hâte de pouvoir dire que le ski fera bientôt partie de mes points forts aussi. Et puis aussi, il y a la tactique.
Sur les différentes interviews que j'ai pu lire, même quand vous n'êtes pas forcément en tête, vous arrivez à bien gérer votre effort? J'aime bien improviser en fonction de la sensation, des sentiments, des émotions, peu importe ce qui peut se passer dans ma tête et dans mes jambes. Donc j'essaye, le maître mot c'est de me donner à 100%, peu importe ce que le résultat pourra donner. Et à partir de là, je m'en fiche du résultat, peu importe si j'ai tout donné, j'ai aucun regret. Et vous, Cyprien, vous êtes un petit peu plus vieux, vous avez 29 ans je crois, vous êtes originaire des Hautes-Alpes, de Dévoluy. C'est ça. Et alors, on ne vous a pas vu venir à Bormio. Hein, vous, peut-être que Lou, on se disait déjà, il y a un gros potentiel. Vous avez une carrière un petit peu... Vous avez commencé un peu plus tôt. Et puis en Italie, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, les années d'avant, j'avais eu pas mal de blessures et j'étais sur une autre discipline qui était le géant. Et ça fait que 2 ans que je fais de la vitesse. L'année dernière, j'avais senti que je pouvais faire des bonnes choses, mais je prenais trop de risques et je finissais dans les filets la moitié du temps. Et j'ai fini par me blesser. Donc cette saison, j'ai travaillé mentalement, principalement. J'ai même quasiment fait ça fait le plus gros? Ça, pour moi, ça a fait et les le plus cuisses gros. aussi. Ouais, on joue un peu notre santé, et même notre vie sur ces descentes. Donc si on est bien mentalement et qu'on a confiance en nous, ça fait toute la différence. Et voilà, au début de saison, je sentais que je skiais bien, que je me faisais vraiment plaisir. J'étais libéré dans ma tête. Je savais pourquoi j'étais là et pourquoi je faisais ce sport, pourquoi j'aimais ça. Et à Bormio, ça a été la consécration, mais ça allait super vite. J'avais juste eu 2 descentes avant et d'un coup, j'arrive sur le devant de la scène et avec, en plus de ça, des bonnes performances, comme disait Lou. Ça donne une c'est super la victoire, confiance. c'est un bonus, mais moi, là où j'étais vraiment très fier, c'est d'avoir réussi à faire une performance. Pour moi, c'était la meilleure que je pouvais donner à ce moment-là. Et j'étais vraiment dans le moment présent, et je me suis régalé à le faire et à transmettre ces émotions et pour finir après à Kitzbühel. Ouais, c'est ça. C'est d'autres grandes victoires, évidemment. Kitzbühel, c'est un peu le Graal. Et là, vous allez même enchaîner 2 victoires. On peut penser à Luc Alphand qui avait aussi enchaîné 2 victoires le même jour. Vous, c'est pas le même jour, mais c'est quand même pas mal sur cette piste qui est incroyable. Ouais, là-bas, c'est la Mecque. C'est vraiment quelque chose de... C'est en dehors du temps, quoi. C'est une autre compétition comparée aux autres Coupes du Monde. Sans dire qu'elle est plus dure ou quoi que ce soit, c'est juste... Il y a 100 000 personnes sur 2 jours, c'est incroyable. Et je me suis servi de cette émulation, de cette énergie qu'il y avait là-bas pour tout donner. Et les 2 jours, quand j'en parle, j'en ai encore les frissons, mais c'était vraiment... c'était quelque chose qui là, va rester longtemps dans ma mémoire. Et donc, je le disais, vous avez remis ça pour une 2e descente. Et là, comment on fait? On se lâche ou on se dit, je l'ai fait une fois, je peux le refaire? Dans quel état d'esprit on se sent? Alors là, j'ai passé, après la première victoire, j'ai passé toute la journée, j'ai pas arrêté les médias, les trucs. Et je me suis retrouvé dans mon lit à 22h30, 23h et j'arrivais pas à dormir. J'ai dû dormir 4 heures dans la nuit, quoi. Et le lendemain matin, je me réveille, ça allait pas trop mal, j'ai fait ma reconnaissance comme d'habitude, la routine en fait. Et je me suis pas mis de pression plus que ça, j'étais vraiment serein, bien. Et au départ, avant cette course, je me suis dit, voilà, là, je me sens bien, je suis dans mon truc. Vas-y, let's go, lâche. Et j'ai même osé des choses que j'avais jamais osé. Sûrement parce que la veille, j'avais gagné et que j'avais rien à perdre, on va dire. Et je me suis vraiment libéré et j'ai fait le run de ma vie et j'ai pris un plaisir fou, malgré cet enchaînement de courses avant. Ouais. Ouais, les commentateurs dans la cabine, ils sont au bord de la crise cardiaque. Hein. Vous les avez pas ménagés. Et en plus, vous avez célébré d'une façon un petit peu particulière. Qu'est-ce qui vous a pris? Il faut faire un peu le show. Là je sais pas, j'étais... je sais même pas à quoi je pensais, mais en fait, dans la nuit, vu que je dormais pas, j'avais réfléchi à une célébration. Si je voyais du vert, j'avais réfléchi à ma célébration. Et j'ai dit, je vais faire comme Marco Odermatt, il avait sauté sur les boudins. Je dis, non, il faut que je fasse quand même quelque chose de différent. Je dis, je vais enlever les skis, je monte sur le boudin debout. Et donc, j'avais un peu réfléchi avant. Puis après, dans la descente, j'y pensais pas. Et dans la dernière ligne droite, je me suis dit, tiens, je pense que c'est pas mal. J'avais senti que j'avais fait une bonne manche. Et quand je vois du vert, là, j'hésite à gauche, à droate pour enlever mon ski. Et je décide d'enlever le ski. Et en plus, il y avait Arnold Schwarzenegger dans le public. C'était comme ça. Je voulais lui dire, I will be back. Et alors vous, Lou, évidemment, vous avez célébré toute la saison et vous avez une manière de célébrer un petit peu particulière. À chaque fin de saison, vous faites un tatouage. C'est en fait
À la base, c'est vraiment depuis mes 18 ans, je fais un tatouage tous les ans. On va plutôt partir là-dessus. Non, là, cette année, j'ai fait juste un petit pari avec mes techniciens Fischer. Ils avaient parié que si je faisais championne du monde cette année, on se tatouerait tous les 3. Donc c'est le cas. On s'est fait un petit tatouage au Canada sur la dernière étape. Et c'est quoi? On peut savoir? C'est juste lui, là. Ah oui, c'est très discret. C'est assez discret. Autant je suis très tatouée, autant les deux ne le sont pas du tout. Donc il fallait que ça reste très soft. Mais l'année n'est pas terminée. Cyprien, vous avez des tatouages? Non, j'en ai pas. Ah ben voilà, pour les prochains défis. Est-ce que vous auriez pu aussi vous faire tatouer un podium avec les filles? C'était quand même un super moment, ça, cette saison. J'apprécie beaucoup les moments sur place, mais les tatouages, j'ai pas envie que ce soit. En fait, je mange biathlon, je respire biathlon, je vis biathlon, j'ai pas envie que ça déborde trop sur le. Et alors, un petit mot sur cette victoire au championnat du monde, ce relais avec toutes les filles du biathlon. Ce relais, mais les mondiaux de manière générale étaient fous. On a commencé avec le quadruplé sur le sprint, qui était un moment incroyable, autant personnellement parce que c'était ma première médaille sur des mondiaux, et puis pour l'équipe c'est vraiment c'est fou, ça n'arrivera pas tout de suite une deuxième fois, je pense, donc on a vécu ça, puis derrière on a vécu les titres sur les relais, le titre avec les filles qui n'étaient pas arrivé depuis, je suis même pas sûre qu'il avait déjà été gagné, ce titre. Et puis un titre avec Quentin. Ouais, on a aussi des images du titre avec Quentin, parce que vous êtes tous les deux originaires de Franche-Comté, donc vous, c'est un peu le grand frère, Quentin. Exactement, et je pense que toute la Franche-Comté était très 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 contente. Déjà rien que de savoir qu'on était les deux dans le même relais, on a reçu beaucoup de messages, mais de le gagner, c'était encore plus chouette. Alors vous, Cyprien, vous avez aussi continué, vous avez même gagné un Super G dans la foulée. Pourquoi s'arrêter là ? Et puis finalement, il y a eu une petite chute, mais celle-là, beaucoup moins grave que les précédentes. Et vous l'avez pris avec plus de philosophie aussi. Ouais, la chute m'a amené une blessure qui n'était pas très grave, mais qui m'a embêté plus longtemps que prévu. Et donc, je me suis retapé juste avant les finales. Et oui, je l'ai pris avec plus de philosophie parce que c'est pas celle-là, ça c'était l'année dernière. La saison celle-là, elle était pas mal. D'ailleurs, elle était pas mal, mais il n'y avait pas de blessure non plus. Ouais. Mais non, je me suis retrouvé au final en étant prêt. Je me suis prouvé que je pouvais me remettre assez vite et surtout bien skier sans avoir beaucoup de ski à ce moment-là. Et voilà, je pense qu'un peu le relâchement de cette saison, la confiance que j'avais m'a permis de le prendre avec philosophie, mais j'ai quand même un peu galéré. Ouais, il y a eu un autre moment où il a fallu être un petit peu philosophe. C'est la dernière journée avec finalement la descente annulée, alors que vous auriez peut-être pu passer devant. On aurait pu se livrer bataille, en tout cas. Ouais. C'est ce qu'on méritait, on en avait envie et on attendait ça. Voilà, malheureusement, la météo a voulu autrement. Ça fait des challenges pour l'année prochaine. Ouais, carrément. Et alors le challenge de 2026, les JO de Milan, est-ce que vous y pensez, Lou ? Oui, complet. Ça fait déjà un moment. Je pense que de toute façon, tous les 4 ans avant, on y pense déjà. La préparation de l'été dernier, elle était déjà un peu axée sur les Jeux à Milan, sur l'altitude, parce qu'on sera à Antol, ce sera en altitude. Et oui, on y pense, ouais, fort. Cyprien ? Moi, un peu moins, parce que C'est tellement arrivé vite que j'ai pas eu trop le temps de me projeter. Mais c'est vrai qu'après Bormio, on m'a dit les JO, ils seront sur cette piste-là. Ouais. Je dis, ouais, c'est vrai, je ne me rappelais même plus. On va prendre les saisons les unes après les autres, comme disent les footballeurs. C'est ça, les unes après les autres. Et surtout, on a besoin d'être performant sur chaque Coupe du Monde. Et donc, recréer tout ce qu'on a mis en place sur chaque Coupe du Monde sera important pour arriver aux JO dans 2 ans. Mais Lou, avant ça, je crois que samedi, vous rechaussez les skis ? Oui. Parce que vous n'en aviez pas encore assez. Alors, vous allez faire une course de ski de fond un peu mythique. Alors, la course, c'est pas moi qui fais la course mythique. Il y a 100 km, cela, je ne les fais pas. Ni de près ni de loin, je l'imagine. Et non, il y a une petite course de 20 km. Je monte avec des copains là-haut pour m'amuser et puis passer un bon moment. Donc, là-haut, c'est en Norvège, la Jantelopette. C'est bien ça ? C'est ça. Merci beaucoup encore une fois à tous les deux. Puis on vous souhaite le meilleur, évidemment, pour la
suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, aujourd'hui, dans Si on parlait, Thibault Leduc reçoit une future porteuse de la flamme olympique des JO de Paris, cette fois. Vous partirez également à la découverte des collections du nouveau musée d'Alvar qui lance sa saison estivale avant d'embarquer à bord d'une chaise de bureau pour participer à une course inédite en Europe. On attend la course de chaise de bureau sur la piste de Kitzbühel. Voilà. Prochain rendez-vous avec l'info dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.